Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le 29 mars 2013 et j'ai le plaisir de vous présenter le numéro 128 de notre émission Entre nous soit dit. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Yvan Rioufol. Bonjour Yvan. Bonjour Claude. Yvan Rioufol qui nous donne son dernier ouvrage à lire. Le voici, Yvan Rioufol, Le crépuscule du socialisme aux éditions de Passy. Je pense qu'on le voit bien à la caméra. Alors c'est le livre que je qualifierais de traditionnel, c'est-à-dire que vos chroniques du Figaro sont chaque année éditées par cet auditeur, très sympathique d'ailleurs, l'édition de Passy. Et donc ça nous donne l'occasion de vous relire je dirais dans la foulée, et non pas semaine après semaine, ce qui donne une impression assez particulière, c'est-à-dire que on a l'impression d'un mouvement, non pas le vôtre, mais celui de l'histoire qui se fait, et singulièrement dans cet ouvrage qui relate l'année 2012. 2012, n'oublions pas, c'était la première moitié de l'année, la campagne électorale, la deuxième moitié, bien entendu, l'accession de François Hollande et d'une majorité socialiste, et puis tout ce qui a suivi. Alors, bien entendu, on pourra parler de tout, et notamment de l'insurrection civique, qui est votre thème permanent, et ô combien réaliste, puisque les faits vous donnent raison. Mais auparavant, une petite question d'actualité. Est-ce que vous avez regardé hier François Hollande, ou bien est-ce que vous aviez à promener votre chien, peut-être, non? Non, je suis journaliste, je me suis attaché à mon fauteuil, et bien que somnolent parfois, j'ai regardé jusqu'au bout François Hollande, qui a fait, comme le titre Le Figaro, d'une manière assez drôle, il a fait du Hollande, dans le fond. C'est ça. C'est-à-dire une sorte de synthèse de gloubi-glouba, avec beaucoup de facilité, naturellement, dans l'expression, un optimisme désarmant, mais au bout du compte, très peu, naturellement, très peu de décisions, beaucoup de verbes, et donc une énorme déception, bien sûr. Ce que j'ai retenu, moi, malgré tout, et ça, pour rejoindre le titre de mon livre sur le crépuscule du socialisme, c'est qu'il a avoué lui-même qu'il n'était plus un président socialiste. Il a dit « je ne suis plus un président socialiste ». Donc il l'a été, donc il voit bien aussi, il prend date lui aussi de l'effondrement de l'utopie socialiste. Donc c'est déjà une bonne chose, vous me direz. Pour le reste, moi j'ai vu une sorte de Louis XVI en 1789 qui fait de la serrurerie, enfin lui c'était de la boîte à outils, qui vient avec une clé à molette pour essayer de réparer une voiture, mais c'est pas la voiture qu'il faut réparer, il faut en changer. Et naturellement là-dessus on en est loin. Alors précisément, on a vu au cours le lendemain, ce matin, dans quelques photographies, pour poursuivre sur Louis XVI, Marie-Antoinette est venue l'embrasser sur le plateau. Il y a quelques jolies photos là. C'est quand même frappant cette impression, surtout cette impression, d'abord physiquement, il a un peu un physique piriforme, comme on disait de Louis-Philippe, pardon. Mais surtout, on a vraiment le sentiment qu'il ne comprend pas ce qui se passe. Mais d'ailleurs, c'est ce qu'il a avoué dans le fond à demi-mot. D'abord, il a avoué qu'il n'avait pas pris conscience de la gravité de la crise, ce qui est quand même terriblement préoccupant, car ni vous ni moi sommes de grands économistes, mais et vous et moi avions pris conscience de la gravité de la crise sans avoir accès à tous les dossiers qu'il avait. Donc il y avait un véritable aveuglement volontaire sur cette crise-là, qu'il n'arrive pas à gérer parce qu'il n'a pas pris les bonnes décisions. Il se contredit en permanence, c'est-à-dire qu'aujourd'hui il veut poursuivre les cotisations de retraite, mais il l'a quand même allégé pour un certain nombre d'entre eux. Il veut maintenant faire des économies dans les dépenses de l'État, mais il a commencé par aggraver les dépenses de l'État. Et il veut soutenir les entrepreneurs, mais en même temps il les taxe à 75%. Enfin bon, on ne comprend rien à ce qu'il veut dire, donc il y a vraiment un aveuglement sur cette réalité qui ressemble effectivement un peu à l'enfermement de Louis XVI à Versailles. Et cela va même d'ailleurs au point que, même dans sa politique diplomatique, qui pourtant là-dessus est assez remarquable au Mali, mais quand on l'a entendu sur la Syrie dire il y a 15 jours à peine qu'il fallait armer les opposants syriens, et hier soir dire que non, tout compte fait, on n'allait pas armer les opposants syriens parce qu'effectivement il y avait un doute sur le fait de savoir s'ils étaient ou non soutenus ou débordés par les islamistes, on voit bien que cette analyse-là, essentielle, élémentaire, qui était à la portée de tout observateur, et notamment de moi, qui ne suis pas sur place, qui n'ai pas non plus les informations de sources diplomatiques que pouvaient avoir Hollande ou Fabius, c'est bien que même sur ce sujet-là, il s'était aveuglé. Alors vous me direz, il s'est corrigé, tant mieux, très bien, mais même sur ce sujet-là, il s'est aveuglé au point de faire cette déclaration qui, moi, m'avait terriblement choqué il y a 15 jours, pour la démentir aujourd'hui. Donc voilà, on est dans une improvisation. Je vois un président qui gouverne au doigt mouillé, qui ne sait pas où il va, et un
Premier ministre qui nous assure qu'il connaît, précisément, il sait où il va pour essayer de nous rassurer de cette improvisation permanente. Et je trouve ça, pour ma part, très inquiétant. C'est très inquiétant, effectivement, et d'autant plus que le peuple s'est réveillé. D'ailleurs, on a vu hier soir, la télévision nous les a montrés, pas d'une manière suffisamment large, mais assez bien quand même, le nombre de gens qu'il y avait, les fameux manifestants de dimanche dernier, de samedi dernier plutôt, non c'est dimanche bien sûr, de dimanche qui étaient sur l'avenue de la Grande Armée et à côté, sont en grand nombre venus aller devant les studios de France 2. Et la commentatrice de la chaîne disait il y a quelques dizaines de personnes, il y en avait plusieurs milliers, c'est quand même impressionnant, c'est la première fois qu'une émission de télévision, enfin que devant les studios d'une émission de télévision, un tel rassemblement a lieu. Et je suis effaré d'ailleurs par cette propagande, cette désinformation, dès qu'il s'agit de comptabiliser les opposants au mariage homosexuel. Le ministère de l'Intérieur avait prévu 100 000 manifestants 2 jours avant. Alors ensuite, vous avez tous vu ce flot de centaines de milliers de personnes. On nous dit maintenant qu'il serait 300 000, mais on tombe dans le ridicule. On est vraiment, là encore, dans une sorte de régime qui est presque totalitaire, qui ne veut pas entendre la contradiction, qui ne veut pas entendre même le raisonner la voix d'un peuple excédé, et qui a décidé que tout ça n'existait pas, et que donc il serait 300 000, et point final, alors qu'à l'évidence, je ne sais pas combien ils étaient, sans doute pas 1,4 million comme le disent les organisateurs, moi j'étais sur place, j'étais effaré par ce monde, on ne pouvait pas avancer, il y en avait dans dans au moins 3 avenues, donc il n'y avait pas 300 000 personnes. Donc il y a là un mépris ouvert de ce peuple qui se révolte, et il a bien raison de le faire. Et je pense que la non-réponse, dans le fond, qui a été donnée hier par François Hollande, de dire qu'il poursuivrait ce projet de mariage homosexuel et d'adoption, va naturellement attiser les braises. Il n'y a pas que ça qui est pour attiser les braises, bien sûr. La crise s'en charge aussi, mais je trouve que cette conjonction de révolte sourde, de moins en moins sourde, risque effectivement de nous faire aller lentement, mais sûrement vers un mai 2016, un mai 2013 versus 68. C'est ce que vous avez titré dans un de vos derniers articles sur le blog et que vous avez repris dans votre chronique qui est apparue ce matin même. Je crois que tous les éléments sont là, me semble-t-il. Oui. Alors c'est où ce sera en 1789 ou un mai 68, à vous de choisir, à nous de choisir, mais il ne peut pas, on voit bien qu'il y a là une effervescence qui est palpable. Il suffisait d'être au cœur même de la manifestation de dimanche pour se rendre compte que l'exaspération était partagée par beaucoup. D'ailleurs, il me semble qu'on est passé à 2 doigts que cette foule n'aille se déverser sur les Champs-Élysées. Moi, j'étais dans ce petit groupe qui a essayé, par hasard, qui a fait cette percée, la première sur Dans votre cas, le hasard fait bien les choses. J'étais au bon moment, mais donc je les ai suivis parce que j'ai senti qu'il y avait là presque une sorte de petit événement historique qui aurait pu se produire, qui ne s'est pas produit parce que immédiatement le barrage policier s'est refermé, mais il y avait quelque chose de palpable et d'une insurrection civique qui vient et qui était là en l'occurrence. Alors, ce qui est d'ailleurs très notable, c'est que ce terme d'insurrection civique court tout au long de votre livre, et vous avez fait preuve d'une très très grande lucidité, parce que vous êtes pratiquement le seul, et modestement moi-même aussi, à avoir prédit ce qui allait se passer. Et là, les événements vous donnent magnifiquement raison, puisque on ne peut pas imaginer que cette foule qui s'est réunie dimanche dernier, et qui avait déjà battu le pavé parisien au mois de janvier, la seule caractéristique commune, c'est qu'il faisait froid dans les 2 cas et qu'on se gelait les pieds. Enfin bon, à part ça, c'est quand même passionnant parce que on peut s'interroger, même si nous avons, je crois, un début de réponse, sur la véritable motivation des gens qui étaient là. Je ne peux pas arriver à croire que ces gens ne sont motivés que par le mariage homosexuel, qui, quelle que soit l'indignation qu'il peut susciter, n'est quand même pas de nature à jeter dans la rue des centaines de milliers de personnes. Je pense que c'est vraiment l'insurrection civique. Non, à l'évidence, et d'ailleurs c'était ouvertement revendiqué dimanche, c'était une manifestation qui était ouvertement contre François Hollande, beaucoup plus politisée, beaucoup plus politique que la dernière fois. Alors j'ai écrit ce matin sur mon blog que c'était le peuple de droite qui était descendu dans la rue et qui affolait la gauche.
j'ai eu des retours en me disant que de ceux qui étaient à la manifestation et qui n'étaient pas contents, parce qu'eux-mêmes étaient de gauche, donc c'était bien. Effectivement, dans le fond, j'ai fait cette provocation, parce que j'en ai marre qu'on me parle toujours du peuple de gauche, mais dans ce peuple qui était descendu, il y avait sans doute, une forte proportion d'électeurs de droite, mais il y avait aussi, bien sûr, des électeurs de gauche, et il y avait donc toute cette synthèse d'une société civile qui n'arrive plus à se faire entendre depuis très longtemps de ceux qui les représentent, et cette société civile, et c'est une des thèses que je défends depuis longtemps, est en passe et devient aujourd'hui ce quatrième pouvoir qui est en train de forcer la porte, afin non pas qu'elle prenne le pouvoir, mais qu'elle soit écoutée au même titre que les pouvoirs exécutifs et législatifs. Et c'est un peu un phénomène qui pourrait être comparable, bien qu'il n'y ait pas les mêmes personnalités, avec ce qui s'est passé en Italie avec Beppe Grillo. On n'a pas de Beppe Grillo, et peut-être Dieu merci. Ou peut-être ce qui est comparable aussi avec ce qui s'est passé aux États-Unis avec les Tea Party, mais qui sont beaucoup plus à droite. Là, ce n'est pas cela non plus. Mais on voit qu'il y a ce même besoin aujourd'hui de cette société civile, qu'elle soit de gauche ou de droite, de participer au débat, de prendre part à la maîtrise de son destin, et de mettre un terme à ces 40 années d'idéologie relativiste, de ce politiquement correct, dans le fond, qui a imprégné et la droite et la gauche et l'ensemble des médias, et qui fait qu'aujourd'hui, vous avez une forte partie de la population, de mon point de vue, qui se sent vraiment abandonnée et qui est de plus en plus irritée, qu'à chaque fois qu'elle prend la parole, on lui dit qu'elle n'existe pas et que ce qu'elle dit est nauséabond. C'est à peu près ça ce qu'on lui répond. Alors, ce qui est également frappant, c'est que cette façon de manifester m'a vraiment fait penser à une phrase de la philosophe Simone Veil, pas l'ancienne ministre, mais la philosophe, dont une phrase était particulièrement frappante. Elle disait « Tout être réclame une autre lecture ». Et là, on voyait ce peuple qui était là dans la rue, qui disait « Mais nous sommes, c'est ce que nous sommes, nous vous montrons ce que nous sommes, et ce qu'on nous raconte partout, les politiques, les radios, les télévisions, ça n'est pas nous. Nous, c'est autre chose. » Ça, c'est quand même révolutionnaire. C'est ça. C'est la France invisible, c'est la France oubliée, et c'est une France qui s'est mise en branle, non pas pour défendre des revendications économiques ou sociales, dont on nous dit que c'est vraiment la pierre angulaire de toutes les révolutions. Là, elle ne demandait rien, elle ne demandait pas d'argent, elle ne demandait pas de retraite, elle ne demandait pas de privilèges, elle demandait simplement à ce que l'on respecte sa mémoire, à ce que l'on respecte ce qu'elle était, son histoire, ses croyances, ses convictions, ses valeurs, sa culture, mais donc quelque chose de tout à fait informel et qui, précisément parce que c'est quelque chose qui est impalpable, cette âme, dans le fond, elle défendait cette âme d'un peuple, et c'est précisément parce que ce n'est pas monnayable que ça peut aller très loin, parce que naturellement le gouvernement ne peut pas acheter cette paix sociale comme il achète la paix sociale des banlieues par exemple, en distribuant des billets de banque. Là, il va falloir qu'il écoute cette France qui ne veut pas disparaître, et cette France que l'on croyait minoritaire, cette France qui est qualifiée de trop blanche et trop catholique par ceux qui détestent ce peuple. D'ailleurs, elle n'était pas si blanche ni si catholique, parce qu'il y avait même des musulmans. Il y avait des musulmans, et il y avait naturellement des Français d'outre-mer. Eh bien, cette France-là, qui se retrouve sur un socle de valeurs, n'entend pas désarmer, et je prédis qu'elle ira jusqu'au bout. Et je prédis le pire pour ce gouvernement et ces médias qui ne veulent pas les entendre. Je prédis le pire, c'est-à-dire qu'ils vont attiser à nouveau et d'autant plus fortement cette exaspération qui peut naturellement déborder et qui peut même être récupérée, c'est ce qui serait vraiment le pire. Mais en tout cas, il y a là en vie un phénomène historique comparable en effet à 1789 avec ce président bonhomme, flâneur, qui ne voit rien venir et qui est apparemment jovial. Alors, il se trouve quand même que cette protestation, qu'aucun des membres de la médiacratie n'a vu venir, parce qu'ils sont assez inconscients finalement. Bon, vous l'avez évidemment, et elle court tout au long de votre livre, parfaitement prédite et parfaitement analysée. Et en outre, il y a quand même dans ce livre une interrogation qui m'a moi beaucoup intéressé, parce que on sent que vous vous interrogez sur la droite. C'est-à-dire que, bon, vous avez constaté bien sûr qu'elle n'a pas fait tout ce qu'elle aurait dû faire, loin de là. Et en même temps, on sent de temps en temps l'idée qu'après tout, est-ce que l'un d'eux ne pourrait pas comprendre? Et puis finalement, la fois d'après, vous dites non, mais ils ne vont pas comprendre. Et d'ailleurs, il se pourrait peut-être même qu'on fasse quelque chose d'autre. Où en êtes-vous aujourd'hui? Je suis comme tous les Français dans un grand désarroi. C'est-à-dire que je me retrouve
dans tous les sondages qui disent que les Français de droite ou de gauche disent que la France a besoin aujourd'hui d'un chef, de quelqu'un qui, entre parenthèses, d'un chef parce qu'on n'en a pas pour l'instant, oui. et que ce gouvernement et ce président de la République n'est évidemment pas à la hauteur, mais que cet homme providentiel, on ne le voit pas venir. Et pour l'instant, ce mouvement de la Manif pour tous est naturellement très sympathique, c'est une sorte d'anarchisme joyeux, mais qui ne suscite pas non plus, qui ne fait pas percer une personnalité, sauf Henri Guénaud qui fait preuve malgré tout de beaucoup d'emphase de mon point de vue. Mais enfin bon, aurait-il l'envergure d'un chef d'État? Tout ça on en est encore bien loin, bien entendu. Ça se saurait depuis le temps. Et en même temps, bon, je trouve que sa fougue est assez sympathique dans ces genres de moments-là. Il aura peut-être un rôle à jouer d'entraîneur d'un Chateaubriand quelconque de cette époque. Mais donc, pour répondre à votre question très franchement, je suis désarçonné parce que bien sûr, je vois qu'il y a une profonde demande de changer de régime et qu'il n'y a pas ce De Gaulle ou quoi que ce soit, ou alors vous, mais qui apparaissent pour l'instant et donc je ne vois que la route qui peut droit. Que la route qui peut droit, ou que d'autres, ou quelques ambitions cachées qui se réveillent au prétexte d'un juge maladroit qui victimise un ancien président, qui vient se plaindre sur Twitter et qui laisse comprendre que lui aussi, dans le fond, fait partie de cette société maltraitée. Je parle de Nicolas Sarkozy, pour ceux qui ne comprendraient pas. Et qui, lui, pense peut-être maintenant avoir un rôle à jouer. Et dans le fond, pourquoi pas, s'il n'y a que lui à se présenter, il semblerait qu'il peut avoir maintenant toutes ses chances de représenter un renouveau. Mais ce serait tout de même paradoxal de voir que celui qui s'est fait battre puisse revenir sans même avoir fait son mea culpa sur ces erreurs commises et qui sont vraiment que les Français beaucoup de Français ont du mal quand même à lui pardonner. Donc il faudrait à tout le moins, mais enfin bon, on n'en est pas là, que lui-même, si vraiment il se décide, fasse son introspection. Alors il y a précisément dans votre livre et dans le débat actuel un vrai problème qui est celui de l'analyse des erreurs commises. C'est très important. Jusqu'à présent, la droite n'a jamais dit en quoi elle s'était trompée. Il y a bien Bruno Le Maire qui s'y essaye un peu, mais enfin, il n'est pas très convaincant, puisque ses seules propositions, c'est de vendre les comprimés à l'unité. Donc, avec ça, il va sauver la France. Enfin, on a quand même déjà trouvé des mesures plus efficaces. Mais sinon, c'est vrai que la droite n'a pas encore fait son autocritique au meilleur sens du terme, premièrement. Et deuxièmement, elle n'a pas non plus de réponse au véritable problème qui se pose à la société européenne, qui est le fait que nous sommes une société, non pas décadente sur le plan des mœurs ou autre chose, on l'est peut-être aussi, bien sûr, mais c'est surtout l'économie européenne qui est en train d'être dévastée parce qu'elle ne peut pas choisir d'arrêter de dépenser moins. C'est la fameuse crise des États-providence que vous signez dans votre livre. Donc tant qu'on n'aura pas vraiment une analyse correcte de la situation, je ne vois pas comment la droite pourrait reprendre le pouvoir, sauf par défaut. Oui, voilà, exactement. Je pense que la droite et la gauche ont peur de mettre à plat l'ensemble des crises et de les analyser, et notamment cette crise économique qui oblige à constater la faillite de l'État-providence à travers les endettements des États, et qui oblige à constater la nécessité aujourd'hui pour une économie de se libéraliser, ce mot qui fait fuir, qui fait peur à tout le monde, y compris à droite. Or, c'est un mot qui va s'imposer à tout le monde, et s'il ne s'impose pas par les décideurs nationaux, il sera imposé par le FMI ou par l'Union européenne elle-même. Et donc, il faut d'abord qu'il y ait une prise de conscience sur le fait que nous avons changé de modèle, que ce socialisme est un socialisme qui s'effondre, qui est devenu inopérant, qui est devenu coûteux, qui maintenant apporte le malheur des peuples même, puisqu'il amène l'appauvrissement. Donc il y a ce premier diagnostic à porter naturellement au plan européen sur ce qu'est cette crise, qui a été une crise de la financiarisation, une crise du capitalisme, certes, du capitalisme débridé en 2007-2008, mais qui aujourd'hui est une véritable crise du socialisme, je ne cesse de le répéter, et les faits me donnent raison. Et puis il y a cette autre crise qui pour moi est encore plus grave encore, qui est cette crise existentielle qui elle aussi
n'est pas posée ni à droite ni à gauche. Elle devrait être posée à droite, elle n'ose toujours pas le faire. Et cette crise existe, ou vaguement par maintenant Copé, qui naturellement admet les évidences de voir que ce vivre ensemble dont on nous avait vanté les charmes devient un enfer pour beaucoup, et que cette crise-là aussi mérite d'être posée, d'avoir dans ces grandes contradictions, ces grandes contradictions sont de dire que la société multiculturelle qui devait apporter l'apaisement apporte la guerre civile. Il suffit de voir ce qui se passe notamment à Marseille, qui avait été donné en exemple de ce vivre ensemble il n'y a encore pas si longtemps que ça. J'ai encore en mémoire tous les discours melliflus de la droite et de la gauche marseillaise de l'époque, et où on s'aperçoit que c'est une ville maintenant qui se sépare, qui se déteste, et avec des clans, des ghettos et une islamisation dans les quartiers nord. C'est évident, une guerre civile et des ordres généralisés aussi. Et donc, si ces évidences-là que voient l'ensemble des Français, qu'ils soient de gauche et de droite, si ces évidences-là ne sont toujours pas admises, ou du bout du doigt, ou par des biais compliqués, ne sont pas admises, y compris par la droite, naturellement, cela fera encore les beaux jours du Front National, et des mouvements extrémistes, et des populismes, et de tout ce que vous voulez, et des débordements, mais ce n'est pas non plus ce que je souhaite. Moi, je suis un républicain, je suis un libéral, conservateur républicain, et j'aimerais tout simplement que les élus, que je respecte dans le fond, ils ont leur utilité, mais ils ne font pas leur boulot, que les élus ouvrent les yeux, bon sang, sur cette souffrance des Français, qui est quand même, qui devrait les interpeller. Or, eux aussi sont dans cette grande cité interdite, ce sont des mandarins qui ne voient le peuple qu'en se bouchant le nez le plus souvent, et donc ils ont tort, car le peuple, nous sommes dans une démocratie, et le peuple existe et a raison, même s'il n'a pas raison sur tout, mais le peuple, il faut l'écouter. Alors précisément, nous avons eu, pour la première fois depuis très longtemps, le peuple qui s'est manifesté, parce que les manifestations auxquelles nous avons assisté depuis des années et des années, on peut presque dire depuis 1984, la fameuse manifestation sur l'école, on n'avait jamais vu un peuple qui n'était pas de gauche, pour ne pas le qualifier de droite, prendre la rue. Là, c'est fait. Jusque-là, on n'avait eu que des cortèges de gauche, manifestant d'ailleurs assez souvent contre la gauche. Je me souviens de manifestations qui passaient sous mes fenêtres, parce que j'ai la chance de ne pas avoir à me déplacer pour voir ça. Je me rappelle très bien de certains slogans qui, les uns visaient Jospin, qu'ils appelaient Jospingre, et puis d'autres qui visaient Claude Allègre. Alors, je vais citer la phrase entière, parce qu'elle mérite d'être citée, mais c'est purement à des fins historiques. Allègre fumier, le peuple aura ta peau, voire nous dans ce genre-là, vous voyez. Bref, c'était des slogans malodorants, nauséabonds même, comme dit la gauche. Et donc actuellement, on a vu ce grand changement. Au fond, la gauche est absente maintenant des cortèges. La gauche s'est fait déposséder Elle a perdu la rue. Elle a perdu la rue, et elle s'est fait surtout déposséder du peuple. Elle a perdu la rue et le peuple. Et ça fait quand même beaucoup. Et elle a perdu ses illusions, elle a perdu également toutes ses certitudes, et donc toutes ces contradictions apparaissent. On s'aperçoit aujourd'hui que le roi est nu et que le roi n'a pas de solution. Et donc pour la gauche, c'est naturellement terrible. Et moi, j'ai espéré à un moment donné de la part du président de la République, c'est vrai qu'il était dans cette contradiction, d'avoir un président réformateur, mais le poids de la gauche doctrinale est tel. Et le caractère de Hollande aussi. Sans doute, qu'à chaque fois qu'il fait un pas en avant, il en fait deux en arrière. Et c'est pour ça que je pense qu'il a perdu cette opportunité qu'il aurait pu offrir à la gauche française, de sortir précisément de son enlisement, de faire cet aggiornamento que la gauche allemande, par exemple, a fait depuis les années 50, au début des années 60, ou d'autres gauches. Et moi, je m'en serais vraiment très sincèrement félicité. Et là, je vois bien que cette gauche aujourd'hui est retombée dans cette grande glaciation, et surtout qu'elle amène le pays dans le mur. Moi, je m'intéresse qu'à ça. Je voudrais que notre pays s'en sorte, et notre pays ne s'en sort pas. Mais quand vous reprenez ces grandes manifestations de l'époque, c'était quand même des manifestations qui étaient des manifestations syndicales, avec une mise en scène de ces corps intermédiaires. Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que les corps intermédiaires ont disparu. Ce qui me plaît, moi, qui étais dans ma jeunesse un anarchiste romantique, c'est de voir précisément ce nouvel anarchisme-là de droite, dans le fond, qui se met en forme et qui fait sortir dans la rue ces milliers de personnes
sans qu'un homme politique appelle à manifester. C'est tout de même Brigitte Bardot, c'est-à-dire une humoriste catholique un peu déjantée, qui est devenue le catalyseur de cette... C'est quand même aussi ahurissant. Quand on y pense, il y a quand même là une sorte de miracle pour si je devais lui faire plaisir, elle qui est quand même très portée sur la religion catholique, une sorte de miracle assez invraisemblable. Et ça me paraît beaucoup plus intéressant que de voir ces manifestations organisées sur les retraites, par exemple, parce qu'on nous fait toujours on nous met toujours les retraites face à ces manifestations, mais les manifestations des retraites, c'était des manifestations de corps organisés, de corporatisme lourd, de toute cette France précisément qui empêche le pays de se réformer, tandis que là, ce sont les forces vives, très jeunes d'ailleurs. Moi j'ai été surpris de voir l'extrême jeunesse de ceux qui étaient... Naturellement, il y avait des familles avec sans doute des grands-parents, mais moi j'ai vu beaucoup de jeunes dont je pensais qu'ils auraient pu ne pas être aussi attentifs que cela à la préservation de ce qu'ils sont, de ce qu'ils étaient, de la préservation de leur pays, de sa culture, de sa mémoire. Vu le peu de cas que met l'école, par exemple, à transmettre ses fondamentaux, ou vu la désinformation subtile organisée par beaucoup trop de médias, me semble-t-il. Mais non, j'ai beaucoup aimé cette force réactive de cette jeunesse. Et vous savez, j'ai écrit un livre il y a 2 ans maintenant, qui s'appelait « De l'urgence d'être réactionnaire ». C'était de l'urgence d'être réactif, c'était un peu provoquant. Eh bien, je vois que tous ces gens-là sont devenus... Enfin, il me semble que ce qui se passe là avalise ce diagnostic que j'avais porté sur cette urgence d'être réactif face à cette passivité des élites qui se trompent et qui ne veulent pas l'admettre. Et dans ce livre, pour lequel nous avions eu le plaisir, la joie et l'honneur de vous accueillir, vous voyez de temps en temps en corsaire, vos origines malouines peut-être. Alors aujourd'hui, on va avoir besoin de quelques corsaires pour prendre d'assaut certaines bâtisses, parce que finalement, c'est bien comme ça que ça va se terminer, je le crois. Eh bien, je serai partant. Très bien. Eh bien, écoutez, mon cher Yvan, merci de nous avoir fait l'honneur d'accepter notre invitation. Voici votre livre qu'il faut lire absolument, si l'on veut comprendre ce qui se passe. Yvan Rioufol, je ne sais pas si je le montre bien, Le crépuscule du socialisme aux éditions de Passy. C'est un livre qui va vous faire parcourir rapidement toute l'année 2012, celle qui nous a conduit par définition à l'année 2013, au cours de laquelle il va se passer beaucoup de choses. Madame, mademoiselle, monsieur, merci de nous avoir suivis. J'espère que nous ne vous avons pas détruit le moral cette fois-ci, mais au contraire réconforté dans l'idée que quelque chose est possible. À bientôt donc. Merci à tous et vive la France.